Bonsoir et bienvenue en direct de Valence dans notre émission spéciale Économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes très heureux d'être présents avec vous ce soir. Je suis en compagnie de Sylvie Marquet, la responsable antenne Drôme-Ardèche. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Julien. Je vais commencer cette émission en vous laissant introduire votre rôle et introduire Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Sylvie ? Alors, je ne vais pas m'étendre, mais c'est important effectivement pour vous de savoir qui organise cette émission. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous sommes donc l'agence économique régionale. Nous avons été créés il y a 3 ans pour accompagner le développement des entreprises de la région et en lien bien sûr avec l'ensemble de nos territoires. Nous sommes en proximité de toutes ces entreprises pour vous proposer un accompagnement personnalisé qui est avec un interlocuteur unique pour vous apporter des réponses dans votre développement. Pardon, excusez-moi, c'est la loi du direct. C'est le direct, c'est la magie du direct. Et de trouver donc l'ensemble des aides financières adaptées ou des mises en relation ciblées. Notre accompagnement porte majoritairement sur 5 métiers, qui est donc l'implantation ou l'agrandissement de votre établissement. C'est également être à vos côtés lors de votre croissance économique, de vous accompagner dans votre croissance emploi et formation, également sur l'Europe, l'international, mais également sur l'innovation. En 2 mots, nous sommes le bras armé et opérationnel des aides de la région, mais également les aides de l'État, de l'Europe et de l'ensemble de nos partenaires. Voilà. Alors ce soir, Julien, nous sommes ravis d'être avec vous, ravis avec mon équipe et les partenaires d'avoir pu vous présenter cette émission en direct donc, de l'agglomération de Valence-Romand pour une soirée économie circulaire, un levier gagnant-gagnant pour les entreprises et pour les territoires. Je voudrais aussi les remercier de leur accueil chaleureux et vous préciser que cette soirée a été co-construite avec l'ensemble des partenaires que vous allez voir affichés sur notre écran. C'est important de le préciser puisque c'est un travail vraiment collectif et pouvoir dérouler cette émission en plusieurs temps que je vous laisserai présenter. Nous aurons donc des intervenants de qualité qui sont là pour témoigner tout au long de cette soirée des actions qu'ils ont réalisées sur leur territoire et de leur réussite, ça c'est important. Nous aurons également une experte, Anne de Bettencourt, qui incitera à réaliser, je dirais, à quel point notre économie circulaire peut être importante pour notre avenir, mais également pour l'avenir de nos entreprises. Elle nous poussera à nous interroger, elle va nous bousculer aussi dans nos habitudes et vous entendrez aussi parler avec des mots comme éco-conception, usage, circuit court, économie, écologie industrielle plutôt. Alors, ces mots, vous les avez peut-être déjà entendus, vous les connaissez peut-être bien ou pas du tout, donc c'est l'occasion d'approfondir un petit peu le sujet. Et moi, ce soir, je vais en reprendre d'autres. Ce sont ceux de Saint-Exupéry qui me paraissaient importants pour démarrer cette soirée et qui nous dit, pour ce qui est de l'avenir, il s'agit de ne pas le prévoir, mais de le rendre possible. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vais donc laisser la parole à nos intervenants et en premier lieu à Julien. Merci. Merci Sylvie pour ces jolis mots de Saint-Exupéry pour commencer cette émission spéciale économie circulaire. Merci pour votre introduction Sylvie. Alors tout de suite, nous allons vous présenter un petit peu cette soirée. Nous allons commencer avec un petit test parce que de chez vous, vous pouvez répondre à un sondage qui va s'afficher à votre écran. Un petit sondage qui va nous permettre, alors avec la première question, tout simplement d'un peu mieux vous connaître. La première question, c'est qui êtes-vous? Vous pouvez cliquer sur la bonne réponse. Et nous, je pense, Sylvie, que c'est important pour nous et pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, évidemment, de savoir qui est derrière l'écran afin de suivre ce sujet sur l'économie circulaire. Alors, je profite de ce petit moment pour vous présenter le déroulé de cette émission. Elle se fera en 3 temps.
la première phase, c'est ce qui est en train de se passer, donc le test technique et l'introduction de Sylvie et le petit sondage qui va suivre. En deuxième période de cette émission, nous allons accueillir Anne de Bettencourt, qui est une experte en économie circulaire. Je vous la présenterai plus tard. À la suite de l'intervention d'Anne de Bettencourt, nous aurons la chance d'avoir 3 entrepreneurs de la région avec nous, 3 entrepreneurs du territoire qui viendront nous parler de leur entreprise, de l'économie circulaire, de la relation qu'ils ont avec l'économie circulaire et le territoire. Et nous reviendrons ensuite en plateau avec Anne de Bettencourt pour un exposé, pour qu'elle nous parle un petit peu plus de l'économie circulaire. Il faudrait bien évidemment des heures pour aborder ce sujet, et surtout qu'il est passionnant, et quand vous verrez, quand Anne de Bettencourt parle de ce sujet, ça devient vraiment encore plus passionnant. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un onglet chat disponible sur l'application GoToWebinar, l'application avec laquelle vous nous suivez en ce moment, et vous pourrez tout au long de l'émission poser vos questions. Alors, si vous voyez un entrepreneur, si une question vous vient, vous pouvez la poser et nous les noterons et nous interviendrons en plateau. C'est Sylvie qui viendra en plateau pour poser ces questions afin que les entrepreneurs puissent y répondre. Alors, nous avons les résultats du chat qui s'affichent à l'écran. Il y a une majorité d'entrepreneurs, de représentants d'entreprises, Sylvie, ce soir. Super. Il y a quelques associations aussi, je pense que c'est important, le milieu associatif. Il y a aussi des collectivités territoriales. Le territoire, nous allons en parler ce soir, Sylvie. C'est important. Et des consultants. Je vous remercie vraiment d'être connectés. Voilà, merci beaucoup. Il y a aussi quelques autres intervenants qui sont présents. Je vois que ça bouge sur l'application. Merci beaucoup. Alors, on va passer de suite à la deuxième question. Et la deuxième question, selon vous, qu'est-ce que l'économie circulaire? Je pense que c'est important de poser cette question pour introduire cette soirée qui est basée sur le thème de l'économie circulaire, car après, nous allons recevoir une grande experte de ce sujet. Sylvie, j'en profite pendant que les gens répondent à ce sondage pour vous demander comment vont se dérouler les réponses à ces questions. Oui, bah, tout à fait. Donc, vous l'avez compris, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez poser au fil des interventions vos questions, maintenant que vous êtes rodé à l'outil. Ce qui est important, c'est de les faire et que nous, on les récupère au fil de l'eau, je dirais, quelque part. Et on va les mettre en 2 temps. Après les interventions, on va les caler. Donc, c'est certain, on ne va pas pouvoir répondre, je pense, à l'ensemble des questions qui vont être posées. Ne soyez pas frustrés. Ce qui compte, c'est qu'on les prenne et qu'on vous réponde même ensuite, après l'émission. On prendra le temps de vous répondre. En tout cas, on prendra celles qui reviennent le plus souvent pour être en phase avec l'ensemble de vous ce soir qui êtes derrière cette caméra, et ce n'est pas très simple. Voilà. En tout cas, vous vous en sortez très très bien. Et j'espère que ça se voit à l'écran. La deuxième question, normalement, est à l'écran. Vous êtes en train d'y répondre. J'en profite pour vous réexpliquer pour ceux qui nous rejoignent. Vous pourrez poser des questions donc, tout au long de l'émission sur le chat de GoToWebinar, donc la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous regarder. Merci beaucoup d'être présent avec nous. C'est un véritable bonheur et un véritable honneur d'être avec vous ce soir. Je vais demander tout de suite si nous avons les réponses aux questions. Alors, les réponses sont en train d'arriver. Sylvie, je vais en profiter le temps que les réponses arrivent pour continuer à parler d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Je pense que c'est important de continuer à parler d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, à parler de votre mission auprès des entrepreneurs. Oui, alors même si je l'ai dit succinctement, c'est vrai que ce n'est pas forcément le but de ce soir, mais c'est de bien comprendre qu'on est à vos côtés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des projets, il ne faut pas hésiter à prendre contact, y compris auprès de toutes les antennes, puisqu'on est sur l'ensemble de la région, pour écouter votre besoin au sens large et vous trouver les meilleurs filons, je dirais, entre les financements, les partenaires, les cibles, en fait, les personnes qui peuvent vous accompagner vraiment au mieux et vous faire gagner du temps. Ce qui compte dans notre agence, c'est ça, c'est de vous faire gagner du temps. Et on sait que pour les entreprises, le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment au cœur de notre activité et notre quotidien. Merci Sylvie. Alors, nous avons les résultats de la deuxième question. Super. J'en profite pour dire qu'une écrasante majorité considère que l'économie circulaire, c'est un concept prometteur. Je trouve que c'est une superbe réponse. Il y a beaucoup de gens aussi qui recyclent ces déchets d'après le sondage, d'après la question que vous nous avez posée. Alors, je vais en profiter pour
je vais en profiter pour rebondir. Merci d'avoir répondu à ce sondage. On va enchaîner maintenant sur la deuxième partie de l'émission, Sylvie. Plaisir. On va enchaîner avec l'arrivée d'Anne de Bettencourt. Anne de Bettencourt que je vais vous présenter juste après ce petit jingle. Merci. Anne de Bettencourt est avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur cette émission, sur ce plateau spécial économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Anne de Bettencourt, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental et vous êtes la fondatrice de Reset the World. Vous êtes une experte sur le sujet de l'économie circulaire, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci de votre accueil. Merci de cette invitation sur un sujet qui est effectivement passionnant et qui me passionne depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis assez ravie de voir que vous, derrière cet écran, vous pensez que c'est un concept prometteur. Force est de reconnaître que ça l'est. En tout cas, sinon, je ne serais pas là. Alors, du coup, j'ai envie d'introduire, comme vous me l'avez proposé, cette économie circulaire et en positionnant tout de suite sur le fait que je vais vous parler de ce qu'est l'économie circulaire à impact positif. Vous allez voir un peu dans le cadre de mon propos ce que je veux dire par là. Alors, quelques chiffres pour démarrer. Quelques chiffres, même s'il ne va pas y en avoir beaucoup pendant cette présentation, mais c'est quand même important qu'on en parle. D'où partons? De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle du fait qu'en 50 ans, nous avons collectivement, au plan mondial, triplé l'extraction des ressources naturelles. En 50 ans, nous sommes passés de 27 milliards de tonnes de matières premières extraites à 92 milliards de tonnes. Avec une consommation moyenne de 10 tonnes par an, par habitant dans le monde, mais vous voyez tout de suite le chiffre en dessous, 20 tonnes par an et par habitant en Occident. Vous voyez donc, ce n'est pas une surprise, j'en suis sûre, mais que c'est évidemment l'impact de nos modèles économiques et très spécifiquement tout ce qui est lié à la consommation et oserais-je dire la surconsommation ont un impact énorme. Dans une Terre, je ne vais rien vous apprendre, nous sommes sur une planète ronde avec des limites finies et donc évidemment les ressources ne sont pas toutes renouvelables et nous avons donc un sujet, on ne peut pas continuer à tripler tous les 50 ans la consommation de ressources naturelles. Heureusement, cette prise de conscience est de plus en plus grandissante. Un point important, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'amont, c'est-à-dire l'extraction des ressources et la fabrication des produits, et l'aval, c'est-à-dire la fin de vie des produits. L'usage ne représentant qu'en moyenne 30%. On comprend vite que du coup, on a tout à fait intérêt à augmenter l'usage, à intensifier l'usage plutôt que de fabriquer de nouveaux produits. Donc la société de surconsommation n'est pas une solution aux enjeux de réchauffement climatique. Quelques chiffres enfin sur les déchets. Nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets par an, dont 70% sont issus du bâtiment. Alors 70% en poids, parce qu'évidemment, les déchets du bâtiment sont particulièrement lourds, mais tout compris, les déchets de nous en tant que citoyens, de toutes les entreprises, hormis le bâtiment, ne représentent que 30%. Donc vous imaginez que c'est quand même un poids important et que ce secteur est très concerné d'ailleurs, mais cherche des solutions. Et l'économie circulaire en est une. On parle beaucoup de recyclage, on va en parler. 18 millions de tonnes seulement sur ces 345 millions de déchets sont utilisés comme matière recyclée. On voit donc qu'on n'est quand même pas tout à fait encore à une économie qui n'est plus une économie du déchet. Alors, un objectif, d'où venons-nous? On vient d'en parler. Où allons-nous? Eh bien, écoutez, si on va et si on s'accorde que l'accord de Paris est
une ambition commune que nous partageons en termes pour lutter contre la crise qui dépassera toutes les crises, même la crise sanitaire actuelle et toutes les crises à venir, qui est celle de la crise du réchauffement climatique et de la biodiversité. Si on se met dans ce cadre, notre objectif en 2050 est d'avoir une empreinte carbone de 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Nous sommes aujourd'hui à près de 11. Oui. Et vous voyez sur ce, peut-être qu'on va l'augmenter un petit peu ce schéma parce qu'il est important. Le schéma qui apparaît juste à l'écran. pour vous montrer par activité, entre la mobilité, le logement, les biens et services privés, l'alimentation, les services, vous voyez sur ce schéma ce que nous devons réduire. Vous voyez que le logement est particulièrement concerné, mais enfin tout est concerné. Passer de 10 tonnes 8 de CO2, d'une empreinte de 10 tonnes 8 à une empreinte de 2 tonnes, se fera pas avec le dos de la cuillère. Mais non, ça prendra du temps. Ça prendra du temps et un changement plutôt drastique. Et Alors, je vous laisse voilà. poursuivre. Voilà. Alors, voilà, on a posé un petit peu le cadre chiffré et les objectifs. Force est de reconnaître, et heureusement, que la prise de conscience n'est plus la même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, et même peut-être qu'il y a 2 ans ou 3 ans. La prise de conscience sur les enjeux environnementaux est vraiment passée à une étape, c'est accéléré complètement. Les climato-sceptiques ou tous ceux qui nous disent il n'y a pas de problème, je pense que sont maintenant assez limités. Donc la prise de conscience est là. La prise de conscience est là dans les entreprises, chez les citoyens, les consommateurs, chez les élus, dans les collectivités. Cette prise de conscience est vraiment importante. Alors pourquoi l'action est-elle si longue? Pourquoi est-on encore dans une surconsommation de matière? Pourquoi n'a-t-on pas accéléré? Eh bien, bienvenue dans le monde de la complexité. Parce que effectivement, entre la prise de conscience, le passage de la prise de conscience à l'action, demande vraiment un changement total de pensée. Alors, vous donner un cadre rapide, voilà, on est passé de l'économie circulaire au moment de l'économie linéaire, pardon, au moment de la révolution industrielle, où on a commencé à accélérer notre consommation, extraire, fabriquer des biens, les utiliser et les jeter. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie du recyclage, c'est-à-dire que la prise de conscience dont on parlait a permis d'accélérer cette phase de réduction des déchets et du coup de mieux recycler. On cherche, les filières se créent de plus en plus pour mieux recycler. Mais nous ne sommes pas encore dans l'économie du recyclage, dans l'économie circulaire. L'économie circulaire, idéalement, c'est l'économie dans laquelle il n'y a plus de déchets. Ce n'est pas une économie où l'on crée du déchet pour pouvoir le recycler. Donc, c'est une économie où normalement, il devrait idéalement ne plus avoir d'extraction de ressources naturelles ou très peu, et que nous puissions utiliser quasi indéfiniment les ressources que nous avons déjà extraites. Vous avez vu avec les quelques chiffres tout à l'heure, on en est encore un peu loin. Et comme disait notre ami Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a créé le problème. Et donc, je vous propose ce soir un changement de perspective. Et je vois qu'il faut que j'accélère, un changement de perspective qui est que, et là, je pense que c'est important quand même ce mot, nous devons passer d'une mode de pensée dans lequel nous sommes en train de réduire notre impact négatif, par exemple en améliorant la gestion de nos déchets, donc nous mettons de l'écologie dans l'économie, à une prochaine étape qui est d'avoir l'intention et l'objectif d'avoir un impact positif. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de mettre de l'écologie dans l'économie, mais bien de mettre l'économie dans l'écologie. Notre point commun, c'est l'écologie. Notre ambition doit avoir un impact positif. Il n'est pas possible de continuer à dire que nous pouvons faire moins mal. Notre objectif est de faire bien et de se donner comme ambition de faire bien. Merci beaucoup Anne de Bettencourt. Voilà. Merci pour ces quelques mots d'introduction.
On vous retrouvera tout à l'heure en troisième partie d'émission pour nous parler un petit peu plus en profondeur sur ce sujet qui est important. L'économie circulaire rentre dans nos vies et dans vos vies aujourd'hui. Vous l'avez même dit dans votre réponse au sondage. Vous êtes passionnante. On a envie que ça dure des heures, mais c'est malheureusement pas possible. C'était vraiment un sujet passionnant. Je vous remercie encore d'être présent. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Vous êtes sur le plateau spécial économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission, notre table ronde avec des entrepreneurs du territoire qui vont venir nous parler de leur entreprise, de l'impact qu'a l'économie circulaire sur leur entreprise et sur le territoire après ce jingle. Circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous allons bientôt accueillir un premier entrepreneur. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser dès à présent et tout le long de l'émission vos questions sur le chat. Très simplement, vous posez vos questions, on les recueille et on les posera à nos entrepreneurs et à Anne de Bettencourt en un deuxième temps, en fin d'émission. Nous allons tout de suite attaquer notre partie table ronde avec le premier entrepreneur qui viendra après la vidéo. Une interview d'un élu local, d'un témoin du territoire qui a été réalisé dans les locaux de Saika Paper, l'entreprise du premier entrepreneur Francis Michel que nous allons accueillir tout de suite après cette vidéo. La communauté de communes Porte de Drôme-Ardèche s'intéresse depuis longtemps aux questions de transition écologique, d'écologie industrielle, de report modal, d'économie circulaire. Et nous avons la chance sur notre territoire du Nord-Drôme, Nord-Ardèche, d'avoir historiquement une belle entreprise, Saika Paper. On a un historique de savoir-faire industriel et manufacturier très important. Et cette entreprise en particulier, Saika, a une connotation un petit peu plus particulière que les autres sur notre territoire, parce que sa vocation, c'est de redonner vie à de la matière en recyclant du papier pour en faire du papier carton ondulé, des emballages. Et aujourd'hui, elle veut aller plus loin. Non seulement elle veut recycler du papier, redonner vie à de la matière, mais elle veut aussi décarboner sa production énergétique, changer de mode de production, sécuriser ses coûts de production et aller vers l'utilisation de bois en fin de vie, dit du bois de classe B, et l'utiliser comme matière énergétique pour produire tout simplement sur notre territoire. Alors nous, les élus de cette communauté de communes, on est très heureux parce que c'est une belle entreprise, on l'accompagne depuis des années, d'abord historiquement dans le cadre avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un grand projet Rhône-Alpes qui s'appelait Rhône-Médian, autour justement de l'écologie industrielle. Nous avions fait une étude avec l'entreprise pour sécuriser ses coûts de production. On l'accompagne dans ses projets de développement, notamment sur de la cession foncière pour son développement, l'installation de cette future chaudière biomasse. Et puis on est très heureux parce que derrière, ça permet de consolider cette belle entreprise, de développer aussi une filière de recyclage, d'accompagner l'emploi local. Et j'allais dire, quand tous les clignotants sont au vert, quand on peut concilier l'environnement, la reconversion énergétique, quand on peut aussi améliorer les objectifs de notre plan climat air-énergie territorial que nous développons sur son territoire, qu'on améliore la compétitivité d'une entreprise et qu'en même temps on sécurise de l'emploi, je crois que c'est une belle réussite partagée pour l'entreprise, pour le territoire et pour le climat. Et nous sommes de retour sur notre plateau spécial économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous venons de voir une interview d'Aurélien Ferlet, vice-président de Porte Drôme-Ardèche, qui a été réalisée dans les locaux de Saika Paper, dirigé par Francis Michel, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Francis Michel. Bonsoir Julien. Et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est vraiment un bonheur pour nous de vous avoir sur le plateau. Vous allez répondre à quelques questions. Alors, on va commencer très simplement. Je vais vous demander de nous parler de votre entreprise et de ce que vous avez mis en place au niveau de l'économie circulaire au sein de votre entreprise. Oui. Donc, en effet, j'ai l'honneur de diriger l'usine de Chamblin, qui est sur la commune de l'Aveyron, dans le Nord-Drôme. Donc, sur ce site, l'économie circulaire, en fait, on le pratique depuis des décennies. En effet, notre métier, c'est quoi? C'est notre matière première, ce sont des papiers, cartons usagés.
j'aime pas le mot déchet, donc je préfère utiliser le mot usager. Donc, ce sont des papiers et cartons usagés qu'on récupère dans les centres de tri, dans les déchetteries, dans la grande distribution, et on en récupère 1600 tonnes par jour. Ce papier-là, on le travaille et on refabrique du papier. On redonne vie, en fait, à ce produit usagé qui devient une matière première pour nos clients qui sont les cartonniers, qui font, à partir de ces feuilles de papier, qui font le carton ondulé que vous connaissez tous. Donc, carton ondulé qui est utilisé dans diverses utilisations, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans les caisses de vin, etc. Alors, j'en profite, Monsieur Michel, pour dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent vous poser des questions en direct pendant qu'ils vous écoutent. Vous pouvez donc poser vos questions à Monsieur Michel et nous tenterons d'y répondre à la fin de cette interview. Monsieur Francis Michel, quel est l'impact de l'économie circulaire sur le territoire, sur votre territoire? L'impact est relativement important. D'abord, l'implantation elle est historique sur le territoire de Porte-Drôme-Ardèche, puisque donc, le site a été créé en 1978. Donc aujourd'hui, l'impact, c'est 320 emplois directs qui se répartissent sur 107 communes, principalement de Drôme et d'Ardèche. On a 60 métiers différents au niveau de l'entreprise. On a 15 apprentis par an, du bac au niveau ingénieur. On a eu 16 créations d'emplois depuis l'arrivée de Saïka en 2018, parce que le site est surtout connu sur le nom de Héménédier. D'accord. On a 6 ingénieurs qui sont en cours de recrutement pour mener à bien donc, le programme d'investissement de 117 millions qui est en cours, dont je parlerai plus tard. Et on a 600 entreprises partenaires en région de Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, donc c'est un impact énorme. Donc 600 entreprises pour un chiffre d'affaires avec eux de l'ordre de 50 millions d'euros. D'accord, oui, donc c'est énorme sur le territoire. J'en profite pour vous poser une troisième question. Je rebondis sur votre réponse. Quel est du coup le rapport gagnant-gagnant entre le territoire et votre entreprise au niveau de l'économie circulaire? Le rapport gagnant-gagnant pour l'entreprise, c'est sûr que l'entreprise s'est développée a des résultats qui sont largement positifs et continue à se développer, à investir de façon importante parce qu'elle trouve dans le territoire tout l'appui au travers des administrations, des appuis politiques, etc., pour se développer. Et elle retrouve surtout toutes les compétences dont elle a besoin. D'accord. Je vous laisse, Monsieur Michel, dire un petit mot avant les questions de nos téléspectateurs. Je vous laisse ajouter quelque chose sur votre entreprise et sur votre activité. Oui, donc le groupe Saïka, c'est un groupe qui est peut-être mal connu. Donc c'est un groupe espagnol qui a été créé en 1943. Qui est parti à l'époque avec 6 personnes et qui aujourd'hui représente plus de 10 000 personnes, qui intervient sur 9 pays en Europe avec plus de 117 sites. Et en France, le groupe Saïka, c'est 2500 personnes. Donc ça répond parfaitement à la question que je vous ai posée avant, l'impact sur le territoire. C'est une entreprise historique. C'est une entreprise historique qui est toujours une entreprise familiale. C'est très important. Et qui est détenu par les familles fondatrices. Et c'est très important de... Donc c'est la 3e génération, bien sûr, des familles fondatrices. Bien évidemment. Merci Francis Michel. Vous restez avec nous Nous avons une question d'un téléspectateur. Nous allons partir tout de suite en direct avec Sylvie Marquet qui va nous poser cette question. Bonsoir Sylvie, vous êtes avec nous. Bonsoir Julien, donc je suis de retour sur le plateau. Donc de nombreuses questions, bien sûr je ne peux pas les prendre toutes, mais j'ai essayé de repérer celles qui étaient pertinentes pour Monsieur Michel et j'en profiterai pour en donner quelques-unes à Anne qui pourra y répondre tout à l'heure dans son intervention. Donc la première, je pense qui concerne les deux, c'est existe-t-il un label pour valoriser la démarche de ces entreprises, notamment en économie circulaire, et est-ce que vous avez effectivement pensé, vous, Monsieur Michel, à engager ce type de label? Non, franchement, l'économie circulaire, bien que ça fasse partie de l'ADN du groupe Saïka,
on n'a pas de label parce que, comme je disais, c'est historique, ça fait des décennies que l'on fait ça. On parle d'économie circulaire, à l'époque, ce n'était pas le terme qui était utilisé forcément. Donc aujourd'hui, c'est le cœur de notre métier et on ne recherche pas forcément donc, un label. Un label. Merci, merci Francis Michel. Sylvie, on vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième salve de questions à nos entrepreneurs. Merci beaucoup pour votre intervention. Francis Michel, vous avez sûrement un petit mot à rajouter pour conclure? Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que le cycle d'intégration, c'est la clé du succès par rapport à notre groupe, que le groupe a décidé de mener un plan d'investissement très ambitieux qui représente 117 millions sur le site de Chamblin, sur la commune de l'Aveyron. Et cet investissement a pour objectif, bien sûr, d'apporter, de moderniser le site, mais de diminuer son impact écologique en diminuant la consommation, fortement la consommation de gaz, donc d'énergie fossile, pour le remplacer par du bois, de la biomasse recyclée qui vient type bois B, tel qu'on dit, qui est récupéré dans les déchetteries, qui viennent de la déconstruction du bâtiment. Donc, on remplace le gaz naturel par un sous-produit qui aujourd'hui va dans les centres d'enfouissement technique, dans ce qu'on appelle les CET, et qui vont servir, disons, après la mise en place de ce programme d'investissement, donc à remplacer le gaz naturel. Merci beaucoup Francis Michel pour votre intervention très pertinente. On voit que vous êtes un des acteurs majeurs sur le territoire de l'économie circulaire et ça a été un honneur de vous recevoir. Merci Julien. Nous allons tout de suite voir notre deuxième reportage avant d'accueillir notre deuxième entrepreneur. La communauté de communes est en relation étroite avec ces entreprises sur un certain nombre de sujets qui visent à leur installation essentiellement. Et on a eu la chance avec GPA de pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, le projet de GPA, c'est à la fois un projet industriel, un projet d'économie du sol, un projet environnemental fort, c'est un projet qui a des incidences au niveau salarial. C'est un projet de production d'électricité aussi, c'est un projet de développement d'une entreprise familiale ancienne sur le territoire. Et c'est aussi un projet, c'est aussi tout ça en même temps, c'est-à-dire que ça touche à toutes les valeurs que défend la BioVallée. Et en l'occurrence, on est là sur une action en matière d'économie circulaire qui est particulièrement démonstrative, avec le respect des conditions environnementales de l'entreprise qui assure une dépollution complète des carcasses de voitures qu'elle traite, avec la production d'énergie renouvelable qui a été menée conjointement avec la SEM de la communauté de communes. On est aujourd'hui sur quelque chose de très systémique et qui n'a pu fonctionner parce qu'on avait ce lien très étroit avec l'entreprise et la communauté de communes elle-même. C'est un projet qui a permis de développer aussi de l'énergie photovoltaïque sur notre territoire, puisqu'on a des objectifs élevés dans ce domaine-là, dans le cadre des territoires TEPOS. Tout ça a été construit avec une société d'économie mixte à laquelle aujourd'hui l'entreprise GPA participe. Donc une réciprocité à tous les niveaux sur le développement de ce projet. Et nous voilà de retour sur le plateau Économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. On vient de voir une interview de Jean-Marc Bouvier, maire de Montoison et vice-président de la communauté de communes du Val-de-Rhône, qui a été interrogé dans les locaux de GPA. Et nous avons le directeur de GPA avec nous, Johan Renaud. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Julien. Et merci d'être avec nous, merci beaucoup. C'est très important pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises d'avoir des acteurs économiques du territoire et surtout de les interroger aujourd'hui sur ce sujet qui est l'économie circulaire. Alors je vais, comme le précédent interlocuteur, Monsieur Michel, pardon, je vais vous poser la première question qui est quelle est votre entreprise? Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire ce que vous avez fait
pour l'économie circulaire au sein de GPA, au sein de votre entreprise? Alors, je suis en charge du développement de la société GPA, qui a été fondée par mes grands-parents dans les années 60. Historiquement, c'était une activité de collecte de déchets de garage, des huiles usagées, des chiffons souillés, des chambres à air, des pneus, des batteries. Et puis progressivement, à partir de la fin des années 60 et surtout le début des années 70, la collecte et le recyclage de véhicules en fin de vie, des voitures. Alors c'est toujours notre métier. Nous sommes installés à Livron-sur-Drôme, au cœur de la Biovallée, entre Valence et Montélimar. Et l'entreprise s'est développée en achetant des véhicules auprès des compagnies d'assurance, entre autres, mais également des garages ou des particuliers, et en les recyclant, en extrayant à la fois des matières premières secondaires et des pièces détachées, des pièces de réemploi, des pièces d'occasion, et tout ça après avoir dépollué le véhicule. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les voitures sont le bien de consommation le mieux recyclé en France, car 98% de leur masse sont recyclées. Nous démontons des pièces détachées qui sont contrôlées, nettoyées, garanties et vendues à des particuliers ou des professionnels de la mécanique ou de la carrosserie, et des matières premières qui vont être réemployées soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie automobile, ou tout type d'application. Voilà. GPA, c'est une entreprise qui s'est développée parce qu'elle a été accompagnée par le territoire depuis de très nombreuses années, notamment parce que nous avions besoin d'une bonne maîtrise foncière pour accompagner notre développement, parce que c'est une activité qui demande beaucoup d'espace. Aujourd'hui, l'entreprise occupe 240 000 m², 24 hectares, entre la Nationale 7 et l'autoroute A7. Et sans la présence du territoire, sans les communes, communautés de communes ou l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on ne pourrait pas se développer ou on ne serait pas accompagné dans ce développement. Voilà. Donc le territoire a déjà été structurant. Ça, c'est j'en profite pour vous couper. Là, vous êtes en train de nous parler de l'impact du territoire sur votre entreprise. Et moi, je vais vous poser une autre question. Quel a été l'impact de l'économie circulaire sur le territoire, du coup? En fait, historiquement, je pense que vous l'avez bien compris, que ce soit à l'époque de mes grands-parents, mes parents, aujourd'hui moi-même et mes cousins, cousines. C'est une vraie entreprise familiale. C'est une vraie entreprise familiale qui emploie désormais un peu plus de 200 personnes, qui traite un peu plus de 24 000 voitures par an, qui est probablement, en tout cas sans toute vraisemblance, un des plus grands sites européens, voire peut-être mondial. On a développé toutes sortes de technologies, une organisation très industrielle pour accompagner pour exécuter ce recyclage. On a des exemples concrets de ce que l'on fait pour le territoire. Par exemple, les panneaux photovoltaïques que vous venez de voir sur la vidéo, on produit un peu plus de 8 MW-crête, ce qui couvre à peu près les besoins des deux villes les plus proches, les besoins électriques des deux villes les plus proches de l'ensemble de ses habitants. Le gasoil qui est issu des véhicules, qui est extrait des véhicules que l'on dépollue, permet de chauffer le bâtiment et d'alimenter nos chariots élévateurs qui manutentionnent nos véhicules. Donc, on produit plus d'énergie, plus d'électricité que ce que l'on en consomme. On produit l'énergie nécessaire à nous mouvoir dans l'entreprise et à nous chauffer. C'est une entreprise qui peut essaimer par sa position entre la N7 et l'A7 en montrant ce que un industriel peut faire de ses surfaces extérieures avec ses panneaux photovoltaïques. C'est une entreprise qui agit également pour capitaliser ou recapitaliser, par exemple, la société d'économie mixte qui est au capital de ces panneaux photovoltaïques, ou en accompagnant des initiatives locales, Fab Lab, Fab Unit, etc. C'est également un produit, la pièce d'occasion notamment, qui a du sens, qui se base sur le développement durable. C'est une pièce qui est économique, qui est écologique et qui est sociale parce qu'elle permet à tout un chacun d'entretenir son véhicule. Et en milieu rural, le véhicule, c'est le lien avec le travail, avec les loisirs, les enfants, l'école, etc. Oui. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Vous y avez partiellement répondu. C'est la relation gagnant-gagnant c'est de nous parler de la relation gagnant-gagnant que vous entretenez avec le territoire. J'aimerais approfondir ce sujet parce que c'est très important pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui aide les entreprises dans l'économie circulaire, mais dans leur développement au sens plus global. J'aimerais que vous si possible, que vous nous donniez votre impression sur ce rapport gagnant-gagnant, un petit peu plus de détails. Si vous voulez, GPA a atteint une certaine taille, mais ça reste une petite PME rurale.
Et on peut parfois se sentir un petit peu perdu au milieu de tous les échelons administratifs et de toutes les aides qui sont disponibles, dont on n'a pas forcément conscience. Et si on présume qu'elles peuvent exister, on ne sait pas forcément comment aller les chercher. Et typiquement, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est intervenu pour accompagner GPA sur un sujet très précis. On avait du mal à s'en sortir tout seul et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu nous accompagner. Ils sont intervenus voilà. pour vous aider Exactement. dans les aides. Voilà. Et puis, ça reste un territoire qui globalement est inspirant. Et en tant que chargé de développement de l'entreprise, je me nourris beaucoup de toutes les initiatives que j'observe sur mon territoire. En tout cas, merci pour ces explications. Ce que je vois et ce que j'entends, c'est que nous rejoignons ce que disait Francis Michel tout à l'heure avec Saïka Paper, parce que c'était une entreprise aussi familiale. C'est aussi le cas pour vous. Et je trouve ça très beau, surtout dans le terme de l'économie circulaire. Alors, on va tout de suite partir avec Sylvie pour les questions des téléspectateurs. Alors oui, les questions des téléspectateurs, excusez-moi. Les questions des téléspectateurs qui arriveront après le troisième entrepreneur. Sylvie reviendra tout à l'heure en plateau. J'en profite pour vous remercier, Yoann Renaud, de votre intervention. Et nous vous retrouverons tout à l'heure pour répondre à ces questions. Et j'en profite bien évidemment pour vous dire que vous pouvez tout de suite poser vos questions à Yoann Renaud et il y répondra à la suite de la prochaine interview. Il y a déjà pas mal de questions. Merci beaucoup, Yoann Renaud. Tout de suite, la troisième vidéo pour le troisième entrepreneur de cette table ronde. Bonsoir à tous. J'ai plaisir à intervenir assez rapidement sur ce thème qui est celui de l'économie circulaire et puis de le mettre en parallèle avec les actions déjà engagées ou en cours de travail au sein de Valence Roman Agglo. De nombreuses briques, vous allez le voir, sont existantes, mais il y a aussi la volonté d'aller plus loin. La volonté d'aller plus loin, elle se traduit à travers plusieurs objectifs. Le premier que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est celui de la relocalisation de l'activité et de la création d'emplois en recourant aux ressources locales. Bien sûr, à ce stade, il est essentiel pour moi de rappeler l'appel à projet auquel Valence Roman Agglo a concouru et qu'il a remporté comme deux autres collectivités de la Drôme, qui sont cet appel à projet au sujet de Valence, capitale des startups des territoires, qui nous amène à soutenir toutes les entreprises du territoire qui s'engagent dans ces démarches valeureuses. C'est un projet long terme et qui a beaucoup mobilisé et qui surtout commence à beaucoup porter ses fruits. Deuxième deuxième objectif, surtout que je souhaiterais valoriser avec vous, c'est le fait de concrétiser le développement durable en misant sur l'utilisation des ressources locales. Il s'agit de parler de diminution évidemment des émissions de gaz à effet de serre, mais également la diminution des déchets. Et là-dessus, ce qui est important de retenir, il me semble, c'est le projet agricole et alimentaire durable du territoire et sa trajectoire after 2050. Autre paramètre, autre objectif essentiel, celui d'une coopération entre acteurs publics et privés et puis les citoyens. Une mention particulière pour l'entreprise Prodeval, chez qui je me trouve aujourd'hui, qui travaille sur le traitement et la valorisation du biogaz. Projet d'une entreprise née ici, à Rovaltin, au sein de Valence Roman Agglo, et qui vit un développement faramineux, souhaité et très accompagné par les collectivités, puisque nous en sommes avec Prodeval au troisième projet immobilier qui se déploie aujourd'hui autour de nous. Dernier objectif, mais pas le moindre, c'est celui de la diminution de la dépendance aux flux en matière d'énergie entrant et le renforcement de l'autosuffisance du territoire. Et ça se traduit très concrètement par le plan Air Énergie Territoriale qui a été adopté il y a une bonne année et qui se qui se déploie à travers 82 actions, pour la plupart déjà engagées, déjà entreprises, et qui sont réparties sur 6 axes stratégiques. Voilà, je suis ravi d'avoir pu faire ce petit point avec vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous venons de voir à l'instant l'interview de Laurent Monnet, vice-président de Valence Roman Agglo, qui a été filmé dans les locaux de Prodeval. Prodeval, c'est une entreprise passionnante. Nous sommes avec son fondateur, son créateur et son directeur, bien évidemment. Il s'agit de Sébastien Paolozzi. Merci d'être là et bonsoir Sébastien Paolozzi. Bonsoir. J'ai eu l'occasion, comme tous les autres entrepreneurs, de parler en off avant l'émission avec vous. Et j'ai vraiment adoré la manière dont vous m'avez raconté
votre histoire et votre entreprise. Et je vais vous demander tout simplement de faire de même, de raconter aux téléspectateurs votre entreprise et ce que vous avez mis en place pour l'économie circulaire, le lien que vous avez avec l'économie circulaire. Merci, bonsoir tous. Écoutez, moi j'ai la chance, l'honneur, ou je ne sais pas comment le dire, mais de gérer une super entreprise et de vivre une très très belle aventure. J'ai une super équipe et on est tous motivés pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on se situe un peu à la limite de l'économie circulaire et du recyclage des déchets. Prodeval est spécialisé dans le traitement des déchets organiques pour produire du biogaz. Donc le biogaz, c'est ni plus ni moins que du méthane mélangé à d'autres gaz qui est produit à partir des déchets organiques, donc les déchets de cantine, mais aussi, comme j'ai l'habitude de dire, où il y a de la vie, il y a du déchet forcément, du déchet organique. Et donc on retrouve dans les stations d'épuration des eaux des déchets organiques qu'il faut traiter, qui peuvent produire du gaz. Et avec ces gaz-là, on va en extraire ce qui nous intéresse, cette énergie, le méthane, donc du biométhane, qu'on va aller injecter dans les réseaux de gaz. Alors en France, c'est Gaz de France, en Italie, Snam, au Canada, Énergir, où on est présent également, et pour venir substituer des énergies fossiles. Ensuite, on va utiliser ce gaz pour faire rouler des véhicules. Donc, j'aime bien parler d'économie circulaire, mais surtout de boucle d'énergie circulaire, c'est-à-dire qu'on est capable de produire localement sur les territoires une énergie produite à partir des déchets et de l'utiliser localement. Écoutez, j'ai trouvé ça fabuleux, en tout cas quand vous me l'avez raconté, et même maintenant. Alors, continuons sur ce sujet, puisque vous êtes et votre entreprise est au cœur de l'économie circulaire. Quel a été, Sébastien Paolozzi, l'impact de l'économie circulaire sur le territoire Alors, vous êtes sur un territoire étendu, d'après ce que j'ai compris. Quel a été l'impact de l'économie circulaire sur ce territoire ? Alors du coup, je ne vais pas parler d'un territoire, mais des territoires, puisque je vous l'ai dit, on est implanté dans plusieurs endroits en France et dans le monde. Mais pour un territoire, je vais prendre deux exemples, deux beaux projets qui me tiennent à cœur. Dans le premier, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les monts du Lyonnais. Notre client, donc c'est grâce à nos clients, Aloïs Klein et son groupe d'agriculteurs qui traitent leurs déchets agricoles et en même temps les biodéchets, donc les fumiers, les lisiers, mais aussi les biodéchets. Donc, ils rendent service à la collectivité en traitant les déchets de cantine, les déchets de restaurants, et avec ça produisent du biométhane. Ce biométhane est injecté dans le réseau et juste à côté alimente une station bio-GNV. Du coup, les bus qui font Saint-Étienne-Lyon, la collecte des déchets d'ordures ménagères se fait grâce au biométhane. Donc, les véhicules roulent au biométhane au lieu de rouler au gasoil. Donc, on est vraiment sur une boucle, sur une énergie locale, produite localement et consommée localement. J'ai un deuxième projet qui me tient à cœur, c'est le projet en Haute-Marne, où là, on a une station qui n'est pas raccordée au réseau. Et les enfants, aujourd'hui, vont à l'école avec un bus qui fait le plein directement sur la méthanisation, grâce au fumier. Donc, si je raccourcis, les enfants vont à l'école grâce aux bousses de vache. J'adore cette histoire. J'adore cette histoire, Sébastien Paolozzi. Merci pour vos anecdotes. Elles sont fabuleuses et en même temps, elles résument. C'est pas forcément bien de résumer l'économie circulaire, mais je trouve que cette histoire-là résume l'économie circulaire. Elle est fabuleuse. Profitez-en. Je vous rappelle de profiter de ce moment pour poser vos questions à Sébastien Paolozzi. Il y répondra bien évidemment après son intervention. Vous cliquez sur l'onglet chat qui s'affiche sur votre écran et vous pouvez poser vos questions sur l'économie circulaire. Je pense qu'il doit y avoir plein de questions en ce moment. Sébastien Paolozzi, un dernier mot sur votre activité. Quelle est la relation, comment se formule la relation gagnant-gagnant entre le territoire, entre les territoires, parce que vous êtes sur énormément de territoires, et votre entreprise. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus en détail de ce rapport gagnant-gagnant ? Là, je vais vraiment parler du territoire où on est aujourd'hui, puisque Prodeval a grandi vraiment sur Rovaltin, puisqu'on a pris à la création de l'INED, j'ai pris mon premier bureau, puisque j'étais seul en 2006. Et depuis, on en est au troisième projet. Donc, on a construit un bâtiment là, de 2700 mètres carrés. On est en train de l'agrandir de 1900 mètres carrés. Localement, on est accompagné tout au long par le parc Rovaltin, par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, par la région, par le département. Donc,
on est vraiment soutenu dans ce développement et ça fait vraiment plaisir. En contrepartie, Prodeval aujourd'hui représente un permis de créer en emploi direct un CDI par semaine depuis plus de 3 ans, prévoit 50 embauches sur 2021. Et donc, on a vraiment en rapport gagnant-gagnant, je pense qu'on s'y retrouve pas trop mal. En termes de retombées économiques et environnementales. Merci beaucoup Sébastien Palaudy. Vous restez avec nous pour les questions des téléspectateurs. Avec plaisir. Nous allons retrouver tout de suite Sylvie. C'est le bon moment de la retrouver pour les questions des spectateurs. Sylvie, rebonsoir. Vous êtes avec nous, je vois en direct. Oui. Je vais vous laisser poser, il me semble, d'abord une question pour Sébastien Palaudy. C'est ça? Alors Sébastien, comme pour Johan Renaud, puisqu'en fait, voilà, les deux se sont présentés à vous, ont présenté leurs projets, enfin, puisque leurs projets, c'est leurs entreprises. Donc, du coup, je me suis permis peut-être de regrouper les questions qu'on va leur poser à tous les deux et je pense qu'ils pourront y répondre chacun. Alors, bon, Sébastien a en partie répondu puisque je voulais connaître l'impact finalement de l'emploi que pouvait apporter lorsqu'une entreprise se développe au niveau de l'économie circulaire. Je pense que ce serait aussi valable pour Monsieur Michel. En tout cas, voilà, si vous pouviez nous donner un impact emploi, nous donner aussi un impact finalement de développement économique de vos entreprises. Sébastien l'a souligné, son entreprise croît depuis 3 ans à vitesse grand V, mais je crois que c'est le cas également pour GPA avec Johan Renaud, mais aussi Francis Michel. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir leur retour et un petit peu leur projection à 5, 10 ou 20 ans, si on peut se permettre, sur le sujet. Si on peut avoir quelques mots de chacun d'entre eux, ce serait formidable. Et bien sûr, les questions, on continuera après notre émission. Merci. Merci Sylvie. Alors si je résume votre question, comment vous projetez-vous votre entreprise dans les 10 ou 20 prochaines années, puisque je suppose que on parle là de développement durable, on parle de durabilité. Comment on la projette alors, bon, déjà, si on voit à 2-3 ans, c'est déjà très très bien. À 20 ans, c'est une question courte pour une réponse longue. Effectivement. On va essayer de faire donc beaucoup d'emplois. Ce que j'espère, c'est de pouvoir implanter ces boucles d'énergie locale et d'économie circulaire un peu partout dans le monde et sur différents projets, que ce soit aujourd'hui des implantations qui vont s'ouvrir en Allemagne, aux États-Unis. On a ouvert au Canada, j'espère en Indonésie bientôt, et on se développe dans plusieurs pays d'Europe. Donc, allez. À 15 ou 20 ans, j'espère que toutes ces implantations seront des succès et qu'on arrivera à réduire les émissions de gaz à effet de serre un peu partout. Et on vous le souhaite et on nous le souhaite aussi. Merci beaucoup Sébastien Palaudy. Je vais poser cette question à Johan Renaud. Maintenant, Johan Renaud, vous êtes en direct avec nous. Vous avez pris la place de Sylvie, il me semble. Voilà. Tout à fait. Rebonsoir Johan Renaud. Alors, Johan Renaud, avec GPA, quelle est votre projection? Quand vous projetez-vous sur le moyen, sur le long terme, sur les 10 et 20 prochaines années? Alors, si vous voulez, GPA, en 2007-2008, c'était 50 salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, c'est 200 salariés et 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je pense qu'on peut être sur les mêmes tendances de développement dans les années à venir, dans les 10 ans à venir. Ça, c'est pour la croissance de l'entreprise, notamment par de la croissance organique et pourquoi pas de la diversification. Et concernant notre produit principal, notre cœur de métier, qui est la pièce de réemploi, la pièce d'occasion, aujourd'hui, la pièce de réemploi, c'est environ 2% du marché de la pièce de rechange. C'est-à-dire que sur 100 réparations, on utilise 98 pièces neuves, derrière laquelle il y a de l'extraction de matières premières notamment, et l'émission carbone de son transport, etc., jusqu'à votre voiture. Et la pièce d'occasion, c'est seulement 2%. Cette pièce d'occasion est produite ici dans la Drôme, et elle apporte exactement les mêmes qualités mécaniques, la même garantie, et sauf qu'elle est beaucoup moins chère et beaucoup plus durable. Et je pense que ce 2%, on pourrait tout à fait le monter à 5, 10, 15, 20%. Voilà. Et ça, c'est ça la croissance de GPA demain dans les 10 ans à venir. Eh bien, merci. En tout cas, je vous fais une promesse. Quand j'aurai besoin de réparer mon véhicule, je penserai à vous et je viendrai à Livron-sur-Drôme vous visiter chez GPA. Merci pour la planète. Merci pour tout. Merci à nos 3 entrepreneurs. Merci à Francis Michel, merci à Johan Renaud, à Sébastien Palaudy. Je vais tout de suite passer à la dernière phase, à l'avant-dernière phase de notre émission, avec le retour d'Anne de Bettencourt après ce court jingle. Merci beaucoup.
Et nous voilà de retour sur ce plateau, cette émission spéciale Économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise en direct de Valence dans la Drôme. Nous vous souhaitons, pour ceux qui nous rejoignent, une excellente soirée et une bonne année, bien évidemment. Merci d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat de l'émission. Vous posez vos questions et ensuite nous y répondrons à la fin de l'émission. C'est Anne qui y répondra, Anne de Bettencourt. Anne de Bettencourt, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous être fondatrice de Reset the World et je vous laisse la parole pour la suite de votre conférence sur l'économie circulaire. Merci beaucoup. Oui, la suite de la conférence, dont l'objectif était de la question que je souhaitais poser, c'était l'économie circulaire est-elle au cœur de l'économie? Écoutez, je voulais déjà remercier nos 3 intervenants parce qu'ils ont démontré dans leur présentation qu'il est possible de créer de l'activité économique, il est possible de créer de l'emploi en n'ayant pas une courbe linéaire entre la croissance des ressources, de l'extraction des ressources naturelles et le développement de l'économie. On est bien dans ce changement de paradigme dont on parlait, où il faut que l'on crée demain, aujourd'hui et demain, de l'économie sans ou quasiment, en tout cas, sans extraire de ressources naturelles. Alors, on est resté sur le constat tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous faire un parallèle pour définir l'économie circulaire, parce qu'il y a plein de définitions, mais je voulais la faire très courte. Une définition de l'économie circulaire, je la simplifierai en disant c'est inspiration nature. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Dans la nature, tout est recyclé, tout est réutilisé. Tout ce qui est utilisé est réutilisé dans des boucles. Sébastien en a parlé tout à l'heure, les boucles totales. Il n'y a pas de déchets. Rien ne sert à rien. Voilà, l'économie circulaire, c'est ça, mais tout a été conçu dans la nature pour que ça soit fait. Bon, vous l'avez compris, on n'y est pas encore complètement. Juste vous donner, parce que je vais en parler de temps en temps, le cadre réglementaire est de plus en plus important au niveau de l'Europe avec le Green New Deal qui prend en compte complètement l'économie circulaire, enfin complètement, en tout cas beaucoup. Et puis en France, en février l'année dernière, 2020, nous avons eu une loi qui s'appelle la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui accélère tout le déploiement sur ce sujet. Alors, vous l'avez compris, j'avais envie de vous le partager tout à l'heure. L'économie circulaire, ça commence à l'éco-conception. Si on ne conçoit pas des produits pour que la matière puisse être réutilisée, ça ne se fera jamais. Et pour ça, je vais vous donner en tout cas une citation d'Henry Ford en 1926. Il disait « Récupérer et valoriser les déchets, c'est un service public. Concevoir en amont, afin qu'il n'y ait aucun gâchis, est un service bien plus louable rendu à la société. » Voilà, ça vous donne une bonne définition de ce qu'était l'économie circulaire. Et il a conçu à ce moment-là une voiture biosourcée qui n'a pas pu voir le jour parce que c'était la guerre quand elle est sortie. Mais en tout cas, il avait déjà cette intention. Alors, éco-conception, vous l'avez compris, c'est mon mot favori. Je vais le redonner encore une métaphore. Aujourd'hui, quand on parle du bâtiment, 70% des déchets, on construit, ou jusqu'à présent, on construisait des déchets qui seraient à terme des futurs tas de gravats, puisqu'il y a très peu de recyclabilité. Je crois que c'est 3 à 4% de recyclabilité dans le bâtiment. Donc, imaginez demain que nous concevions des bâtiments qui soient démontables, désassemblables, réparables, compostables pour certains biens, pourquoi pas, et non toxiques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais si on crée des boucles circulaires avec de la toxicité, vous comprendrez assez vite que personne n'aura envie d'utiliser les produits issus de ces toxicités. Donc, éco-conception, l'idée, c'est de créer des banques de matériaux. Des banques de matériaux, c'est le principe des banques. Si vous mettez des produits à la banque, vous estimez que quand vous allez les sortir, ils vont avoir au moins autant de valeur que quand ils ont été rentrés. Alors, éco-conception, bien sûr, sur les bâtiments, vous avez compris que c'est très important, mais
c'est déjà en route. Je vous disais tout à l'heure, bienvenue dans le monde de la complexité, mais aussi bienvenue dans le monde de la conscience. On l'a vu avec nos intervenants et on le voit de plus en plus. Je ne vais pas tout vous détailler, mais SEB est un bon exemple de développement d'économie circulaire. Ils ont, tout en étant complètement leader sur leur marché, détaillé une réelle politique d'économie circulaire en imaginant que leurs produits doivent être réparables, en imaginant que leurs produits puissent avoir des pièces détachées à disposition, que les réparations ne soient pas aussi chères que le rachat d'un produit. Et ils se sont engagés, et ils sont extrêmement engagés, et sont un modèle aujourd'hui de développement très durable, voire soutenable. Renet est aussi un exemple puisqu'ils ont développé une économie circulaire avec en retirant de leurs produits toute toxicité, alors pas sur tout, mais ils développent sur toutes les gammes, et puis d'avoir des emballages 100% recyclés. Je vous donne vous voyez sur la droite de cette slide, vous voyez, ce sont les objectifs qui sont enfin c'est plus des objectifs d'ailleurs, c'est ce qui a été voté dans la loi économie circulaire et qui va permettre d'accélérer le développement, par exemple là, de l'éco-conception, et un seulement, c'est-à-dire que des produits qui ne seront pas éco-conçus vont avoir un malus sur leur éco-contribution, c'est-à-dire sur ce que l'on va avoir à payer pour la gestion des déchets, et inversement, un bonus pour ceux qui l'auront mis en place. Un autre exemple d'éco-conception, évidemment, c'est tout ce qui est chaussures. Et vous avez dans la région beaucoup de produits qui sont comme ça, qui sont éco-conçus, en particulier Hector. On en parlait tout à l'heure, l'économie circulaire, c'est favoriser les symbioses industrielles, c'est-à-dire faire que dans une région, en circuit court, on puisse générer non pas des déchets, mais de la matière réutilisée par d'autres. Si une entreprise a des chutes de production qui peuvent être utilisées par d'autres, c'est évidemment extrêmement important que ça puisse être le cas. Et là, dans ce cadre-là, les territoires sont très importants puisque les territoires peuvent permettre d'avoir une gestion, enfin non pas une gestion des flux, mais en tout cas permettre à aider à la connaissance des flux de matière. On en parlait, favoriser les circuits courts, c'est vraiment important puisque ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En plus, il y a une réelle volonté depuis le confinement en particulier. On voit bien notre dépendance aux matières. Donc, on a intérêt à avoir des matières gérées localement. C'est l'exemple de Chamatex que vous connaissez ici qui a permis et qui permet de relocaliser de la production qui n'était plus en France. Excusez-moi, je me coupe, je précise sur le territoire de Valence. On est en ce moment à Valence, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Exactement. Et puis, je voulais vous citer aussi 1083, qui a eu ce pari de recréer du textile en France en ayant maximum de 1083 km entre deux zones de production. Camif, une société qui a été récupérée par Emery Jacquilla et qui a fait le choix aussi du durable et du local. Donc, on voit que ça se développe de plus en plus. Autre point important dans l'économie circulaire, et on l'a vu tout à l'heure, l'usage est un point extrêmement important. Alors, le modèle économique aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est un modèle de surconsommation, un modèle de surconsommation de biens que l'on possède. Donc, l'enjeu est de demain avoir une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire une économie qui va permettre de vendre un usage plutôt que de vendre un bien. J'essaye de voir le temps qui me reste. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Du coup, ça c'est important. Et je vais vous donner deux exemples. On connaît tous l'autopartage. L'autopartage ou le vélo-partage, vous achetez finalement un temps de mobilité en auto ou un temps de mobilité en vélo et non pas la possession d'une voiture qui, pour vous donner le petit exemple, est utilisée 5% de ce temps. Donc, c'est pas très intéressant en termes environnementaux. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus innovantes qui se font aujourd'hui. Aujourd'hui, Philips développe une offre où ils ne vendent plus
pour des professionnels des ampoules, mais ils vendent de l'intensité lumineuse. Ce qui veut dire que vous achetez un contrat où Philips va vous garantir une intensité lumineuse sur votre site. J'ai l'exemple, par exemple, dans un aéroport. Bon, en ce moment, l'intensité lumineuse doit être plutôt faible. L'activité est réduite. Mais en tout cas, donc, du coup, ils sont responsables de l'intensité lumineuse, de la réparation ou du changement des ampoules, ce qui fait qu'ils ont tout intérêt à mettre des ampoules qui durent très longtemps. Encore un exemple un peu étonnant, c'est Bocage. Bocage a lancé une offre de location de chaussures. Ça veut dire que vous louez des chaussures, vous pouvez changer tous les mois. Vous y allez, vous ramenez vos chaussures au bout d'un mois et comme la fabrication est en France, ça permet à Bocage de rechapper la chaussure, de la désinfecter évidemment et de la remettre dans une deuxième vie. Vous voyez, on peut faire de l'économie du partage et de la fonctionnalité sur plein de sujets. Vous repartez avec votre chaussure une nouvelle chaussure, voilà, vous avez une nouvelle chaussure neuve ou de réemploi, mais totalement sécurisée évidemment en termes sanitaires. Bien sûr. Alors, le réemploi, la réutilisation, évidemment, GPA nous en a parlé beaucoup tout à l'heure, Johan nous en a parlé, c'est extrêmement important et on parle beaucoup du sujet de la consigne. Le sujet de la consigne qui permet aujourd'hui d'être une réponse peut-être demain à l'utilisation forcenée des emballages, du gaspillage, etc. La consigne est un point important et qui n'est malheureusement pas passé complètement dans le projet de loi. Elle ne sera mise en place qu'en 2023 si les objectifs de recyclage sont atteints par les acteurs actuels. Donc, si on trie bien dans de bonnes poubelles, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de sociétés, vous en connaissez une sur le territoire comme Ma Bouteille s'appelle Revient, mais il y a de plus en plus d'entreprises pour les industriels et pour les consommateurs qui permettent de proposer des solutions pour lutter contre l'usage unique, le plastique à usage unique, les emballages à usage unique. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes parce que la restauration va être énormément impactée. Elle est déjà impactée malheureusement, mais elle sera demain un acteur important du développement de la lutte contre le tout jetable. Alors, voilà. Dans le réemploi, on voit de plus en plus aussi de réemploi, évidemment, de développement de tout ce qui est occasion. Toutes les anciennes, quasiment, tous les sites développent des produits d'occasion. Donc, ça se développe partout. Et moi, j'avais envie de vous citer pour l'allongement de la durée de vie des produits. Vous vous rappelez certainement de cette campagne des fruits et légumes moches. Oui. C'était Intermarché qui l'avait lancé. Ça a eu un impact important pour sensibiliser tout le monde sur le gaspillage incroyable en termes alimentaires. Je rappelle que 30% de tous les produits alimentaires sont jetés avant d'avoir été consommés. Voilà. Et puis dans le réemploi, on en a parlé beaucoup. GPA en a parlé. Dans le monde de l'automobile, il y a une vraie capacité à réemployer, réutiliser quand c'est éco-conçu. Donc il va y avoir de plus en plus, j'espère, si les produits sont éco-conçus, de succès comme GPA, ou France Barter, qui est un réseau d'échange B2B et qui permet là aussi d'éviter de jeter et plutôt d'échanger des biens. Dans la loi, il y a beaucoup d'aides sur le réemploi, puisqu'il va y avoir un fonds réemploi qui va être créé par les éco-organismes pour permettre d'aider les structures de réemploi, en particulier les structures de l'ESS ou les recycleries qui ont aujourd'hui du mal, évidemment, à parfois pouvoir être économiques. J'en profite pour préciser qu'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise sera là pour vous épauler dans le montage de ces aides et dans votre entreprise, bien évidemment. Exactement. Et alors, je pense qu'on arrive à la réparation.
on arrive au bout. La réparation est vraiment un point extrêmement important si c'est prévu pour être réparé. 2 points importants de la loi. Il va y avoir, ça y est, c'est voté, le décret est passé, un indice de réparabilité. C'est-à-dire, vous savez, vous avez sur les produits bruns en particulier, que vous achetez un indice de consommation d'énergie, vous aurez prochainement un indice de réparabilité. Vous saurez si le produit est réparable. Et ça, c'est vraiment une aide à l'achat qui est importante. Et il y aura aussi dans la loi un fonds de réparation. Là aussi, parce que il est prévu ce fonds donc, par les éco-organismes qui devront l'abonder pour que la réparation soit abordable, c'est-à-dire pour réduire le prix de la réparation pour les consommateurs et ce qui, on espère, développera aussi beaucoup plus d'offres de réparation par tous les fabricants. Autre point de l'économie circulaire, évidemment, c'est tout ce que, et on en a parlé avec Sébastien Paolozzi, tout ce qui est la valorisation, la réutilisation des matières organiques. La première étant le compost qui doit être développé, même si les filières sont encore pas suffisamment développées. Mais ça va le devenir. Ça va le devenir parce que la loi va nous imposer le tri et la valorisation des biodéchets dès 2023. Donc, soit par le compost, soit par la méthanisation dont Prodeval nous parlait tout à l'heure. Et puis enfin, il y a un des points très importants, c'est l'information du consommateur. On en parlait tout à l'heure avec les fonds, par exemple l'indice de réparabilité, mais l'affichage environnemental va être développé et proposé, et a été proposé et voté dans le projet de loi, ce qui veut dire qu'on va avoir d'abord dans le textile un affichage environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de durabilité. Donc, l'information au consommateur est importante et l'incitation là aussi pour qu'il n'y ait pas d'incitation à la surconsommation. C'est bien noté et c'est bien inscrit dans la loi. On ne pourra plus normalement faire de Black Friday. Un point. C'est la nouvelle du soir. C'est la nouvelle du soir, c'est inscrit. Il n'y a pas qu'avec le Covid. Mais en tout cas, oui, la loi interdira la surconsommation. Et puis le dernier point, c'est les achats responsables. Les achats responsables, les collectivités sont extrêmement, c'est extrêmement important. Les collectivités ont un rôle très important, les entreprises aussi évidemment, sur les achats responsables. La loi évolue là-dessus, mais les règles évoluent là-dessus et j'allais dire les comportements évoluent énormément puisque enfin, on n'est plus seulement, j'espère, en tout cas c'est ce que l'on voit dans un prix qui est uniquement basé sur le prix, justement, mais qui intègre aussi tous ces enjeux environnementaux. Pardon, voilà. Eh bien, pour finir mon intervention, encore une petite citation de Winston Churchill que je vous laisse lire. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Donc, je vous incite tous à, évidemment dans vos collectivités, entreprises, à aller vers une économie circulaire. Je l'ai dit en début d'intervention, bienvenue dans le monde de la complexité, mais c'est aussi, vous l'avez entendu avec nos intervenants, extrêmement mobilisant pour vos équipes, extrêmement mobilisant pour vos consommateurs. Donc, ça vaut le coup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne de Bettencourt. Ce que je peux dire, c'est que je viens de voir 3 entrepreneurs ultra motivés. Et je pense que, et bien évidemment, en complément de votre intervention, je pense que tout cela peut vraiment aider à développer ce cercle vertueux. Alors, nous allons tout de suite passer aux questions qui vous ont été posées. Il y a des questions donc que nos téléspectateurs vous ont posées sur le chat de la plateforme GoToWebinar en écoutant vos propos passionnants. Il nous faudrait plusieurs jours pour développer le sujet, mais bon, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je vais rejoindre tout de suite Sylvie. Sylvie qui est là, ça y est. Sylvie est là. Rebonsoir Sylvie. Et Sylvie va vous poser des questions, Anne de Bettencourt, auxquelles vous allez répondre. Alors, il y en a plusieurs qui ont été retenues. Une
d'entre elles, c'est comment lutter contre l'obsolescence programmée encore trop répandue. Hein, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont engagées et vers quoi on peut aller? Quels sont les axes d'amélioration au niveau du bâtiment afin de réduire l'impact carbone? Et la troisième que je prendrai là ce soir, donc quelle formation, quelle sensibilisation peut-on faire aux jeunes ou moins jeunes sur ces sujets? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont engagées? Comment on peut trouver ces informations? Comment on peut irradier tous ensemble sur ce thème? Voilà. Merci. Alors, l'obsolescence programmée, c'est un sujet évidemment majeur. Vous l'avez compris, notre modèle économique actuel, il est basé sur la surconsommation de produits qui ont besoin de ne plus fonctionner assez rapidement pour qu'on puisse en revendre. Je vous parlais tout à l'heure du bonus-malus. Le bonus-malus va avoir un impact sur l'obsolescence programmée, puisque si les produits qui sont mis sur le marché ne sont pas éco-conçus, avec des critères qui sont en train d'être définis et qui seront définis dans des décrets d'application, ils auront un malus à la vente. Donc, on espère que ça sera une incitation, évidemment, puisqu'on sait que le prix est une incitation à l'achat. Donc ça, c'est vraiment un point important sur l'obsolescence programmée. La difficulté de l'obsolescence programmée, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de donner les preuves juridiques que l'incitation à l'obsolescence programmée a été volontaire. On a des soupçons, mais pas toujours suffisamment les preuves qui permettent de le faire. Ceci dit, les citoyens sont de plus en plus vigilants, les associations de consommation le sont aussi. Donc évidemment, ça va dans ce sens-là. Mais j'allais dire que, moi, je voudrais juste le dire pour tout. Hein. J'ai jamais connu quelqu'un qui concevait des produits en se disant je vais faire des produits de mauvaise qualité pour faire du mal à la planète et que les générations futures ne soient pas dans un monde viable. Le sujet, c'est notre modèle économique et notre modèle économique, il est basé sur la surconsommation. Donc, on est tous acteurs de l'obsolescence programmée, en tout cas pour les lutter. Alors, je me rappelle de la troisième question qui était liée à la formation et la sensibilisation. Au besoin, Sylvie est là pour nous rappeler la deuxième question. Je crois que vous êtes toujours avec nous en plateau. En tout cas, je vais déjà répondre à la troisième. La troisième sur la sensibilisation et la formation. J'allais dire déjà que les jeunes générations nous sensibilisent et nous forment au sujet de l'environnement et des développements durables. Ils sont incohérents comme nous, parce que tous les êtres humains sont incohérents, mais en tout cas, ils sont des vrais acteurs et je pense que ceux qui sont dans les entreprises ou dans les collectivités face à nous doivent être d'accord avec moi que les jeunes vraiment développent cette sensibilité qui fait qu'ils choisissent évidemment aussi de plus en plus leurs entreprises en fonction de ça. Je voudrais juste citer une association qui est une association qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est une association d'étudiants qui aide les étudiants à sensibiliser à ces sujets et à savoir choisir l'entreprise dans laquelle ils vont travailler en fonction de ces critères. Donc, je vous les recommande. C'est vraiment des acteurs extrêmement intéressants, mais il y a aussi... Il n'y a pas encore vraiment, à ma connaissance, de formation spécifique sur l'économie circulaire, mais ça vient de plus en plus. D'accord. Sylvie est avec nous en direct pour nous rappeler la deuxième question, oui, afin de pouvoir y répondre. Oui, bien sûr. Donc, la question qui était posée était peut-être un petit peu plus pratico-pratique, mais qui était autour du bâtiment, savoir quels étaient les axes d'amélioration au niveau du bâtiment afin de réduire l'impact carbone. Alors, ils sont énormes. Ils sont énormes à partir du moment où on a aujourd'hui 70% des déchets en France qui sont générés par le monde du bâtiment. Donc, autant vous dire que le champ est énorme. Il va y avoir un éco-organisme qui, je n'ai plus la date en tête, mais en tout cas qui va être créé avec les acteurs du bâtiment pour justement faire travailler la filière là-dessus. La filière est concernée, mais aujourd'hui a du mal à vraiment aller au bout des choses. D'abord parce que dans le bâtiment, le temps, évidemment, le temps est énorme. Hein. Quand on construit un bâtiment, c'est pour quelques décennies, voire siècles. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui sont développées pour pouvoir fabriquer des produits qui sont
démontables, désassemblables et non toxiques. J'en ai pas assez parlé, mais je pense que l'axe d'amélioration le plus important à mon sens, aussi pour le monde du bâtiment, c'est de créer des produits non toxiques. Parce que la non-toxicité permettra d'avoir une réelle circularité. Personne n'a envie de créer et d'utiliser des produits recyclés ou des matières recyclées qui soient toxiques. Donc, il y a des enjeux de démontabilité, de réparabilité et de non-toxicité pour qu'on crée des filières réellement rentables dans le monde du bâtiment. Merci. Et j'en appelle aux architectes, pardon, excusez-moi. Mais j'en appelle aux architectes car ils doivent vraiment prendre en compte l'éco-conception et ça n'empêchera pas leur art de s'exprimer. Merci beaucoup, Anne de Bettencourt. C'était une intervention passionnante et j'espère que les gens, les téléspectateurs, les gens qui nous regardent ce soir prendront le temps vraiment d'approfondir ce sujet en regardant vos conférences et en vous écoutant, puisque vous êtes une habituée des plateaux de télévision. Et s'il y a d'autres questions, je suis prête à y répondre sur LinkedIn. N'hésitez pas. Alors, il y a eu énormément de questions. Je tiens à vous le dire. Merci. Je veux remercier par là même les participants de ce soir et les téléspectateurs. Il y a eu énormément de questions. Nous avons dû bien évidemment choisir. Et donc, Anne de Bettencourt, il répondra sur LinkedIn dans un futur très très proche. Merci Anne de Bettencourt. Nous allons conclure cette émission après ce petit jingle. Et nous voilà de retour en plateau pour la conclusion de cette émission spéciale économie circulaire qui a été pour le moins surprenante et enrichissante, je dois le dire. Nous sommes avec Sylvie, de retour avec nous, de retour. Qui est revenue de loin, de son plateau lointain, qui était tout à l'heure en duplex live depuis les studios en fait. Sylvie, je vais vous laisser le mot de la conclusion avant le dernier sondage qui aura lieu, qui apparaîtra sur votre écran. Un dernier sondage qui apparaîtra juste après un petit mot de Sylvie Marquet, qui, je le rappelle, est la responsable de l'antenne Drôme-Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je vous laisse la parole, Sylvie. Merci Julien. Donc déjà, je pense qu'on a passé une soirée, enfin je vous souhaite en tout cas d'avoir passé une excellente soirée en notre compagnie avec les différents intervenants. Il me semble que leurs témoignages et les explications qu'on a pu avoir ce soir nous ont donné un nouvel éclairage, ou peut-être pas pour certains, je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'on a été beaucoup plus loin que ce qu'on peut connaître les uns et les autres, de décortiquer et de comprendre un peu mieux tout ce qu'on met autour de l'économie circulaire, puisque c'est un mot qu'on entend mais on ne sait pas toujours à quoi il sert et finalement quels sont les impacts et vers quoi ça va nous mener. Moi j'ai retenu plusieurs choses. Une première qui était finalement dans notre accompagnement auprès des entreprises, de ne pas oublier de réfléchir un petit peu à cette analyse de cycle de vie des produits en amont, en aval, finalement comment moi, entreprise, je vais réfléchir et contribuer finalement à l'amélioration de notre impact sur la planète. Donc, en se mettant à la place de l'entreprise, c'est des questions qu'on leur posera avec nos équipes. C'est aussi, je me rends compte que finalement, j'ai pas un grand âge, mais mine de rien, lorsque j'étais petite, on était déjà dans le recyclage des bouteilles et aussi on était on réparait finalement, on n'était pas dans le jetable et peut-être que finalement c'est très très bien de revenir à ce qu'on a connu et donc on peut tous y revenir facilement, je vous le dis, c'était facile à faire à l'époque. Et puis en termes de conclusion, de comprendre que finalement notre paradigme est en pleine évolution, on le vit au quotidien et si je reviens à la réalité qui nous entoure, qui est donc cette crise sanitaire, c'est peut-être l'occasion finalement d'accélérer, de réfléchir et de se dire oui, demain finalement j'ai un peu plus de temps que prévu, puisque finalement, on voit bien que l'économie est un petit peu au ralenti pour certaines activités, mais de se dire, finalement, je vais mettre à profit ce temps pour ne pas le perdre et finalement d'aller dans ce sens et d'améliorer ce que je produis, ce que je fais et ce que je fais autour de moi pour mon prochain. Voilà, donc ça, c'est la conclusion que j'aurais. J'aimerais aussi profiter de cette fin d'émission pour à nouveau remercier nos intervenants
que vous avez vus ce soir, hein, que ce soit Sébastien, que ce soit Francis, que ce soit Johan ou même Anne. Remercier aussi les équipes hein, qui derrière ont œuvré pour vous donner cette émission un peu nouvelle pour nous tous et remercier les agglomérations qui ont participé et ceux qui nous ont accueillis bien sûr. Et le dernier point, c'est de ne pas oublier ce petit sondage que l'on va faire pour voir finalement comment vous vous situez par rapport au début de cette émission, si les choses ont pu évoluer pour vous. Je vous coupe, le sondage a été fait et on remercie aux participants d'avoir répondu. Ça nous aidera à nous situer pour plus tard. Merci beaucoup Sylvie, je vous laisse le mot de la fin. Il me semble qu'une enquête mail va être envoyée. Oui, bien sûr. Très prochainement, c'est ça. Écoutez, je vous laisse un petit mot pour conclure. La conclusion, c'est, je pense que vous l'avez sous les yeux, vous l'avez vu pendant 1h30, réfléchissez-y. N'oubliez pas que nos actions ont des conséquences et que si on les pense bien au départ, on peut finalement améliorer beaucoup de choses. Je suis, comme vous, je pense, frustrée parce qu'on a eu beaucoup de questions. C'est certain, on n'a pas pu répondre à tout. Et je compte bien sur l'ensemble de nos équipes et de nos intervenants pour qu'on puisse vous répondre dans les jours prochains. Hein, ça, on va s'y employer. De ne pas hésiter aussi à nous contacter. Alors, les partenaires, j'aimerais, je ne sais pas s'il est possible sur le plateau de remettre voilà, une image de l'ensemble des partenaires qui ont participé. Vous l'avez bien compris, donc on est majoritairement sur notre résidence territoriale, mais beaucoup de partenaires comme nous, la région, le département, les agglomérations que vous avez vues, le pôle de compétitivité sur l'énergie qui était Enerdis, l'ADEME, les CCI, le MEDEF, enfin voilà, je ne peux pas tous les citer, mais quoi qu'il en soit, je tiens encore à les remercier parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire cette émission. On est tous à vos côtés, en tout cas, pour vous accompagner dans ce changement et d'aller vers cette nouvelle ère qui est l'économie circulaire. Voilà. Encore merci à vous tous et j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Merci Sylvie Marquet. Je rappelle que vous êtes la directrice d'antenne Drôme Ardèche pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. N'oubliez pas, si vous avez besoin, n'oubliez pas de les contacter. Si vous avez besoin, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sera là pour vous aider au développement économique de votre société. Juste un petit point, finalement, pour nous retrouver, si vous n'avez pas, donc forcément vous êtes inscrit, mais on a un site et une appli, pour faire comme tout le monde, myarae.fr. N'hésitez pas à consulter, à télécharger cette application myarae.fr. Normalement, elle apparaît à votre écran à l'instant. Quant à moi, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette émission. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à poser des questions, à suivre nos intervenants qui ont été passionnants. C'est un sujet vraiment incroyable et c'est un vrai sujet de société. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère vous revoir très vite. Merci et bonsoir. Thank you.